Il est 8h30. Bonjour Constance de Pellichy. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée Lyotte de la troisième circonscription du Loiret et j'aimerais qu'on commence notre entretien par la hausse des prix du carburant avec des prix affolants, atteignant parfois les 2,30 € le litre. C'est tout à fait énorme. On n'avait pas connu ça depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Qu'est-ce qu'on dit concrètement en français, Madame la députée, ce matin? Parce que les Français, là, ils doivent faire quoi? Ils doivent renoncer à des vacances, à des sorties en famille, à vivre tout simplement. Certains Français, ils vont au travail, mais ils se disent quoi? Ils se disent tout simplement que je vais au travail pour de la misère. Parce que quoi? Parce que je travaille toute la journée comme un chien et finalement, j'ai rien. Je ne peux pas vivre, j'ai rien. Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, effectivement, alors vous dites certains Français ont dû renoncent tout simplement à certains repas, qui se posent encore la question d'aller travailler. Pour certaines professions, c'est aussi excessivement préoccupant. Enfin, je pense par exemple aux aides-soignantes, aux entreprises, aux infirmières libérales. On peut penser aussi à nos pêcheurs, à nos agriculteurs, à nos chauffeurs de taxi dont les tarifs n'ont pas été revus. Bref, la question des tarifs et du prix de l'essence pour les Français, elle est considérable. Et je le vois moi chez moi tous les jours, hein. Je suis dans une circonscription qui fait 100 kilomètres de long, donc c'est une très grande circonscription, beaucoup de communes rurales et où on ne peut se déplacer qu'en voiture, avec des temps de trajet qui sont parfois importants en domicile-travail. Donc le sujet concerne tous les Français et il concerne aussi beaucoup d'entreprises euh, pour qui le coût de l'énergie est très important dans le modèle économique. Mais Madame la députée, concrètement, que faut-il faire pour éviter cela? Oui, alors on attend beaucoup du gouvernement d'amener des solutions et je dois dire que je fais partie de ceux qui sont sur leur faim. Le gouvernement a débloqué 70 millions d'euros pour des mesures très ciblées et je comprends tout à fait le fait que après le quoi qu'il en coûte qu'on a pu connaître précédemment, on soit sur des mesures ciblées. Mais là où moi je reste fortement sur ma faim, c'est quand on entend le gouvernement nous dire oui. C'est pas sûr que ça dure très longtemps. On peut même penser que ça va pas durer, donc on va pas faire grand-chose. Et ça, je trouve que c'est pas entendable pour les Français qui n'arrivent plus à se nourrir, pour les Français qui ne peuvent plus se déplacer, pour les Français qui ne peuvent plus travailler. Donc les mesures, elles doivent être discutées avec les parlementaires. Et aujourd'hui, on n'a aucune réunion de concertation avec le gouvernement. Elles doivent être discutées avec le monde économique et des échos que j'ai. Il n'y a pas beaucoup de discussions non plus. Et puis, elles doivent être partagées avec un cap clair pour les Français. On a le cap de l'électrification à venir, mais il ne répond pas à tous les Français. Il va pouvoir répondre à une partie des Français. Et là-dessus, je pense qu'on a quand même besoin de faire preuve d'un peu plus de pédagogie. Il faut savoir que dans notre pays, le premier responsable de notre balance commerciale déficitaire, c'est le pétrole. C'est, je crois, 70 milliards d'euros. Enfin, c'est considérable. Et c'est ce qui nous rend fortement dépendants aux crises géopolitiques. À l'inverse, on a la chance d'avoir une énergie pas très chère en France, qui est l'électricité produite par nos centrales nucléaires. Et ça, c'est une vraie spécificité française, mais dont on n'utilise pas encore toute l'électricité. Et je pense qu'on peut aller plus loin sur l'électrification du parc, à condition que ce soit réellement accompagné par l'État, notamment pour les ménages les plus modestes. Et puis en ayant bien en tête que c'est pas quelque chose qui peut s'appliquer à tous les ménages. Tout dépend des distances à faire et tout dépend du contexte dans lequel on vit. Et voilà ce que nous pouvions dire ce matin de la hausse des prix du carburant, avec des prix affolants, atteignant parfois les 2,30 € le litre. Madame la députée, j'aimerais qu'on évoque un autre sujet à présent, c'est la libération de Cécile Colère et Jacques Paris, qui étaient tous deux retenus en otage en Iran depuis mai 2022. Ils ont été libérés, ils sont enfin de retour en France depuis quelques jours maintenant. Madame la députée, j'aurais voulu savoir comment expliquez-vous, vous, que deux ressortissants français aient pu être détenus 3 ans en Iran. C'est long, Madame la députée, c'est très long même. C'est pire que long. Déjà, c'est un immense soulagement
mais vraiment un immense soulagement de les savoir revenus en France, sains et saufs. Et j'aimerais témoigner à l'ensemble de nos fonctionnaires français, qu'ils fassent partie de la diplomatie et de tous ceux qui ont participé à leur libération. Vraiment les remercier très sincèrement du travail qu'ils ont fait. 3 ans, c'est considérable, surtout quand on connaît les conditions d'incarcération qui ont été les leurs. Ils ont commencé à en parler, mais enfin, c'est juste sidérant, la déshumanisation dont ils ont pu faire l'objet. Euh, je ne peux pas apporter, moi, d'explication sur pourquoi ils sont restés enfermés pendant 3 ans. Euh, on sait tous à quel point le régime iranien qui était en place jusque-là était un régime particulièrement violent et meurtrier. Quand on voit ce que les Iraniens, ce que les responsables politiques iraniens ont été capables de faire à leur peuple, enfin, des centaines, des milliers de morts qui manifestaient pacifiquement, euh, on ne peut pas être surpris du traitement qu'ils ont réservé à ces 2 universitaires qui étaient simplement partis en vacances. Pour quelles raisons ont-ils été incarcérés? On n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, mais je suis certaine que les échanges actuels entre Cécile Kohler et Jacques Paris avec nos services de renseignement et nos services diplomatiques nous permettront d'y voir plus clair. En attendant, voilà, moi je voulais témoigner de mon immense soulagement de les savoir revenus chez nous, et puis de ma profonde gratitude pour tous ceux qui ont participé à leur libération. Ouais, mais entre nous, Madame la députée, la France est-elle suffisamment armée pour protéger nos ressortissants? Car franchement, on n'en a pas du tout l'impression. C'est une excellente question. Ça dépend où. Et je pense que parfois, les ressortissants ne sont pas toujours euh, dans certains pays. On voit par exemple des ressortissants français partir dans des pays d'Afrique. Je pense au Burkina Faso par exemple, au Mali ou ailleurs, dans des pays dont on sait que c'est un risque réel et un risque fort de partir, qu'on peut être pris comme otage assez rapidement. Il y a quand même un besoin d'ouvrir les consciences des Français que il y a des endroits dans le monde qui sont dangereux et où nous, en tant que Français, on peut représenter une certaine valeur, euh, soit d'un point de vue diplomatique, pour permettre au pays de chercher à négocier des relations diplomatiques et à rentrer dans un rapport de force avec notre pays, mais aussi pour d'autres, et notamment pour des factions terroristes, de pouvoir représenter une monnaie d'échange, et en particulier dans le cadre de demandes de rançon. Et je pense qu'on a besoin d'être mieux informés, de faire preuve de plus de pédagogie vis-à-vis des Français sur les risques que parfois ils prennent en partant à l'étranger dans des pays dont on sait qu'on peut directement être pris pour cible. Ensuite, est-ce que la France a suffisamment de moyens aujourd'hui dans des situations telles qu'on a pu les connaître en Iran? Eh bien, tout est question de relations diplomatiques et parfois ce sont des questions de rapport de force. On voit qu'avec l'Iran, on a fini par obtenir gain de cause. On n'est pas sur le premier cas de Français qui ont été incarcérés en Iran. Malheureusement, il y en a eu d'autres avant et pendant. Et on voit qu'à chaque fois, les discussions étaient quand même extrêmement compliquées avec ce pays pour pouvoir délivrer ces citoyens français qui étaient pris en otage par le régime iranien en l'occurrence. C'est noté, Madame la députée, on a bien entendu votre point de vue sur ce sujet. Alors toujours à l'étranger, après 16 ans au pouvoir, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a été battu lors des dernières élections législatives. C'était ce week-end face à son adversaire Peter Magyar, qui a obtenu une majorité suffisante pour pouvoir gouverner la Hongrie. Alors, une défaite d'Orban qui marque officiellement la fin d'un régime considéré comme illibéral, qu'en pensez-vous? Eh bien, pour moi, c'est déjà avant tout un message d'espoir.
Viktor Orban euh, a clairement muselé sa presse, a mis à sa botte tous les organes médiatiques de son pays, a tenu sa justice, et c'est pas neutre. C'est quand même l'un des éléments fondamentaux d'une démocratie lorsque la justice est indépendante. Elle ne l'était plus systématiquement en Hongrie. S'est accaparé pour lui et ses amis les 2 tiers des richesses du pays. Et malgré tout, malgré cette méga puissance dont il s'est doté, il a perdu. Je trouve que c'est très intéressant de voir que face à un régime à la dérive clairement autoritaire, les citoyens sont encore capables d'avoir un sursaut et de dire stop, de dire non. Et de ce point de vue-là, je trouve que le message envoyé par les élections en Hongrie est un vrai message d'espoir quand on voit à quel point la démocratie peut reculer dans beaucoup de pays occidentaux, les États-Unis en premier lieu. Ensuite, à mon sens, euh, c'est un message également extrêmement fort s'agissant de l'Union européenne. Je vais être très claire avec vous. L'Union européenne, c'est avant tout et en premier lieu ce que les États membres ont décidé de faire ensemble. L'Union européenne, elle ne se décide pas uniquement à Bruxelles, dans les lubies d'une certaine commission européenne ou je ne sais pas qui. Non, l'Union européenne, c'est avant tout ce que l'ensemble de ses États membres, les 27 États membres de l'Union européenne, et donc les 27 chefs d'État et chefs de gouvernement de ces pays, ont choisi de faire ensemble. Ces dernières années, l'un des défis majeurs de l'Union européenne a été de réorienter sa politique étrangère face à l'ingérence russe et face à l'offensive russe en Ukraine. Or, on sait que Viktor Orban était l'un des soutiens de Vladimir Poutine et qu'il a bloqué et mis son veto sur un certain nombre de mesures souhaitées par l'Union européenne, en particulier le fait de venir en aide à l'Ukraine. Eh bien, la victoire de Magyar, qui est officiellement pro-européen, est pour moi un nouveau souffle attendu pour l'Union européenne et la capacité pour les 27 à aller construire une autre stratégie de défense et une autre stratégie en termes d'affaires étrangères, une autre stratégie diplomatique que celle dans laquelle nous étions aujourd'hui. Et on voit à quel point c'est essentiel. L'Union européenne, le continent européen, est aujourd'hui au cœur des prédations, non seulement géopolitiques, mais aussi économiques du reste du monde. Nous sommes un marché de consommateurs extrêmement fort qui amène des gros leviers de croissance pour les pays étrangers et où en même temps on voudrait remplacer toutes nos industries. Je pense à l'industrie automobile et la Chine par exemple, mais aussi au rapport de force terrible entre Donald Trump et l'Union européenne. Le fait d'avoir aujourd'hui un chef d'État hongrois qui souhaite faire avancer l'Union européenne devra faciliter, à mon sens, la prise de décision forte au sein du vieux continent et de ce point de vue-là, je trouve que c'est également très encourageant. Donc d'un côté, la lutte contre les populismes et le fait qu'il n'y a pas de fatalité, même quand un chef d'État muselle sa presse, et vraiment ça c'est important, mais aussi le fait que ça porte un vrai message d'espoir pour l'Union européenne. Oui, mais Madame la députée, après 16 ans au pouvoir, est-ce que cette défaite de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, peut avoir des répercussions sur le débat politique français? Probablement. Et on voit déjà le Rassemblement national essayer de s'adapter à cette nouvelle donne. Et d'ailleurs, on voit que les gouvernements d'extrême droite en Europe, après avoir eu fortement le vent en poupe ces dernières années, se retrouvent quand même un peu plus en difficulté aujourd'hui. Il y a la défaite de Viktor Orban ce week-end, mais il y a aussi les revers de Giorgia Meloni dans son propre pays. Elle avait proposé ce qu'elle appelait une ambitieuse réforme de la justice, où en fait elle proposait malgré tout de mettre la justice en partie à la botte du pouvoir politique. Eh bien, ce référendum, elle l'a perdu. Et c'est un revers politique pour elle aussi. Et on voit là que pour le Rassemblement national,
la perte de Viktor Orban. Viktor Orban, c'était l'homme qui euh, ne cessait de complimenter Marine Le Pen, ne cessait de la pousser lorsqu'il est venu, notamment il n'y a pas si longtemps en France, à côté de Montargis, dans mon département, pour le rassemblement de l'extrême droite européenne. Il avait fortement mis en avant Marine Le Pen. Ils s'étaient tous les deux affichés comme étant un binôme fort de la politique européenne. Forcément que de ce point de vue-là, sa défaite est un coup dur pour le Rassemblement national parce que ils perdent un allié euh, qui jusque-là leur semblait être un allié crédible, leur donnant du crédit et peut-être un peu plus de poids politique sur la scène internationale. Toute autre chose, Constance de Pellichy, en plus de votre rôle de députée à l'Assemblée nationale, vous êtes présidente d'une mission d'information sur la baisse de la natalité en France. Votre objectif, c'est de comprendre pourquoi les Français font de moins en moins de bébés et ainsi de proposer des solutions, j'en ai noté quelques-unes d'entre elles, comme une allocation universelle de 250 euros par mois dès le premier enfant, mais aussi une réforme sur le congé parental. Madame la députée, comment est-ce qu'on explique qu'en 2025, ce sont 645 000 nouveau-nés qui ont vu le jour, soit près de 2,1% de moins qu'en 2024, et qu'en février dernier, ce sont 48 268 personnes qui ont vu le jour, soit près de 1000 bébés de moins que l'année précédente. Alors, cette mission d'information, on l'a conduite de juillet 2025 jusqu'à février 2026. Et à ce titre, on a rencontré énormément de chercheurs, on a rencontré des sociologues, on a rencontré des philosophes, on a rencontré des médecins, des statisticiens. On s'est comparé aussi avec ce qui peut se faire à l'étranger un petit peu. Et déjà, pour reposer le contexte, euh, on a perdu 25% de naissances en 15 ans. C'est-à-dire que en 2011, alors 2011 c'était en plus une année record, on était à plus de 2 enfants par femme. En 2011, on avait 828 000 naissances et là on tombe à 645 000. Pire, pour la première fois en 2025, le nombre de cercueils a dépassé le nombre de couffins, c'est-à-dire qu'on a enregistré plus de décès que de naissances, et c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on a un contexte où vraiment on voit un déclin pendant 15 ans euh, qui est continu, et c'est comme si on le découvrait maintenant. Alors, il y a plein de réponses qui peuvent expliquer le fait qu'on fait moins de bébés aujourd'hui. Ce sur quoi je veux d'abord insister, c'est qu'au cours de ces 20 dernières années, l'envie de faire des enfants en France n'a pas changé. On est passé de 2,36 à 2,3 enfants par femme en termes de désir. On a toujours une projection de famille à plusieurs enfants dans la famille idéale. Donc on a envie de faire des enfants, par contre on en fait beaucoup moins. On est passé de 2 enfants à 1,5 enfants par femme. Et pourquoi on en fait moins? Eh bien, on en fait moins parce que on n'a pas confiance. Le monde dans lequel on vit est franchement pas tous les jours facile, mais surtout, on a une érosion du pouvoir d'achat, des freins matériels et financiers qui sont devenus plus lourds pour les familles. En premier lieu, le logement. Il est devenu très compliqué de se loger. La superficie des logements pour les couples d'aujourd'hui s'est réduite de 30%. Pour se rendre compte de ce que ça fait une réduction de 30%, si vous logiez dans un appartement de 50 mètres carrés, eh ben vous en enlevez 18. Ça veut dire en gros que vous n'avez plus de chambre. Et si vous n'avez plus de chambre, vous ne faites plus d'enfants. C'est aussi mécanique que ça. Ensuite, on se rend compte que les femmes qui gagnent entre 1 000 et 2 000 euros par mois sont celles qui font le moins d'enfants. Ça veut juste dire qu'en fait, entre 1 000 et 2 000 euros par mois, le fait de faire un enfant vous coûte tellement cher que vous ne le faites plus. Vous n'êtes plus en capacité de subvenir aux besoins de votre famille. Vous ne pouvez pas avoir suffisamment confiance dans votre capacité à subvenir aux besoins de votre famille pour faire un enfant. Et donc, sur ces freins matériels, on a effectivement un certain nombre de propositions sur une allocation universelle qui viendrait fusionner un ensemble d'allocations qui existent. Moi, je porte aussi De deux fortement cent une cinquante mesure de... euros, c'est ça. Exactement.
Moi, je porte fortement une mesure de prêt à taux zéro pour les jeunes foyers, entre la déclaration de grossesse et les 5 ans de l'enfant, parce qu'en fait, on se rend compte que les locataires font beaucoup moins d'enfants que les propriétaires. Les Français, ils ont besoin de construire leur foyer dans tous les sens du terme. Et donc, d'acheter une maison et de faire des enfants, c'est quelque chose qui va ensemble. Sauf que comme notre génération devient beaucoup moins propriétaire, parce qu'elle en a moins les moyens, il faut l'aider. D'où l'idée de faire un prêt à taux zéro pour leur permettre, voilà, de s'inscrire dans la durée et de pouvoir construire leur foyer. Ça, c'est une mesure que je porte. Ensuite, on voit que la politique familiale, elle manque de clarté, de lisibilité et de stabilité. Et c'est ce qui nous amène à porter des mesures sur un congé universel et plus long. Aujourd'hui, vous avez 5 congés au moment de l'arrivée de l'enfant. 5, c'est énorme. Tous avec des modes d'indemnisation, de délai de prévenance différents. Certains, c'est pour le père, d'autres pour la mère, d'autres pour les deux, certains facultatifs, d'autres obligatoires. Enfin, on s'y retrouve pas, en fait. C'est trop compliqué. Et donc, moi, je voudrais qu'on fusionne l'ensemble de ces congés en un seul grand congé avec une période obligatoire et le reste en facultatif, divisable entre le père et la mère, qui soit très bien indemnisé, parce que les parents ont besoin de rester auprès de leur enfant et l'enfant a besoin de rester auprès de ses parents pour pouvoir bien grandir par la suite. Et, et puis toutes ces mesures-là, j'ai à cœur qu'on les discute avec le monde de l'entreprise, parce que l'un des enjeux qui est beaucoup revenu aussi, c'est la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Comment on reprend son activité professionnelle quand on rentre de congé maternité, par exemple. Pourquoi les femmes sont toujours autant pénalisées à l'arrivée d'un enfant, pourquoi leur carrière décroche à ce moment-là. Et ça, ce sont des sujets dont il faut discuter avec les entreprises. Dans les pays où l'égalité homme-femme est la plus faible, notamment au niveau du travail, eh bien, ce sont ceux où le taux de natalité décroche le plus. C'est le cas de la Corée, par exemple, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, où le jour où une femme devient mère, il faut qu'elle s'occupe de son enfant et elle est obligée de sacrifier sa carrière professionnelle. Et bien, dans ces cas-là, les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus sacrifier leur carrière, et donc elles ne font plus d'enfants. Donc c'est vraiment un enjeu fondamental de permettre aux femmes de pouvoir poursuivre leur évolution professionnelle et d'en discuter avec les entreprises pour leur permettre de poursuivre cette évolution. Allez, Madame la députée Constance de Pellichy, il est d'ores et déjà l'heure d'ouvrir notre page consacrée aux questions dans votre circonscription. Je vais vous poser 3 questions. Tout d'abord, la première, quel est votre rôle de député au sein de l'Assemblée nationale? Alors, le rôle que j'ai, bah, c'est celui d'un député normal. Bon, notre rôle, c'est de faire la loi. Moi, je me suis particulièrement investie dans 2 champs de sujets, de thématiques. Les questions de natalité, droits des femmes, dont on a pu parler à l'instant, mais aussi, et c'est ce qui me raccroche un peu à mon passé de mère, les questions, alors c'est un terme un peu pompeux, mais les questions d'aménagement du territoire. Comment on fabrique la ville dans les communes et dans les territoires, comment on travaille les transports, les constructions de maisons, de logements, etc. Donc c'est une thématique sur laquelle je m'investis beaucoup, je dépose des amendements, je travaille des textes avec le gouvernement et le Sénat pour essayer de trouver des solutions. Je pense par exemple aux fameuses mesures du zéro artificialisation nette. C'est un terme un peu barbare pour parler du gaspillage foncier, de la consommation foncière que nous faisons tous les ans pour construire de nouveaux espaces. Donc ça, ce sont des thématiques sur lesquelles je m'implique énormément. Et puis, bah, quand on n'est pas à Paris, quand on est en circonscription, le rôle du député, c'est d'être présent pour ses habitants, présent pour ses entreprises, pour ses agriculteurs. Donc, bah, je vais à leur rencontre, je prends le pouls, j'essaye de comprendre quelles sont leurs problématiques. Et ces rencontres-là me permettent de nourrir mon travail à Paris et les amendements que je vais pouvoir défendre et déposer. Et puis, c'est aussi d'aller accompagner les gens dans leur tracas du quotidien. On a par exemple des gens dont les dossiers de retraite sont bloqués et qui se retrouvent dans des situations épouvantables parce que le jour où ils ont arrêté de travailler, ben, leur retraite s'est pas débloquée, puis ça fait 6 mois, un an qu'ils touchent 0 euro, même pas le RSA. Donc ces gens-là, il faut qu'on les aide. Beaucoup de personnes aussi qui traversent des problèmes de handicap
Eh ben, en France, quand on est une personne handicapée, c'est vraiment la double peine. Non seulement il faut vivre avec son handicap, mais en plus, vous avez des bâtons dans les roues en permanence de la part de l'administration. Et on passe beaucoup de temps, en tant que député et avec nos équipes, à essayer de les accompagner dans leur démarche et à ouvrir les portes qui se sont refermées au fur et à mesure de leur parcours. Constance de Pélichy, vous êtes députée, ancienne maire également, et dans une circonscription très rurale comme la vôtre, j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous expliquez, vous, les difficultés d'accès aux services publics, je pense à la santé ou bien encore au transport. Alors, moi, je suis effectivement dans une circonscription très rurale, très dépendante à la voiture. Chez moi, la plus grosse commune, elle compte 12 000 habitants. La plupart des communes comptent moins de 2 000 habitants. Et on est dans une partie très enclavée du département, hein, pour une grosse partie de ma circonscription, dans un des départements qui compte la plus faible démographie médicale de France. Donc l'accès aux soins chez nous, il est effectivement très compliqué. Je pense qu'il est lié au fait, d'une part, qu'on a toute une génération qui est partie à la retraite et qui, du fait des numerus clausus, n'a pas forcément été bien remplacé. Le système de santé, on a mis du temps à se rendre compte qu'il fallait peut-être qu'on forme un peu plus de médecins. Ensuite, comme je suis sur un territoire enclavé où il n'y a pas forcément de très grosses villes autour, on a du mal à attirer les CSP+, les médecins par exemple, mais même les profils d'ingénieurs, etc. Et donc, forcément, on vient paupériser un peu plus l'espace quand on n'arrive pas à capter des médecins. C'est le cas de l'hôpital de Gien, par exemple, où on a vraiment du mal à attirer des populations de médecins. Et puis, comme pour le reste de la France, hein, avec la numérisation des usages, on a fermé beaucoup de services. Et donc aujourd'hui, on essaye de les faire revenir par l'intermédiaire de maisons de services au public itinérantes. Donc on a des bus qui viennent dans les communes tous les jours. Les mairies aussi assument de plus en plus de fonctions. Elles accompagnent leurs citoyens dans leur démarche administrative, dans l'ouverture de leurs droits quand ils ont du mal à faire aboutir un dossier. Puis les mairies s'investissent énormément pour faire venir des médecins, ouvrir des maisons de santé et répondre aux besoins de services publics de leurs concitoyens. Mais Constance de Pélichy, si on doit dresser un bilan de votre mandat de députée depuis votre arrivée en 2024, quelle serait-elle? Alors, en tout cas, ce qui a changé, c'est le fonctionnement à l'Assemblée nationale qui fait que sans majorité, avec trois blocs complètement opposés, il est devenu excessivement compliqué de faire la loi, on s'en rend bien compte, et d'avoir un cap politique pour la France. On voit qu'on est au bout de nos institutions, du fonctionnement de nos institutions. On est peut-être au bout d'un cycle institutionnel et qu'il, à mon sens, il va vraiment falloir repenser euh, nos équilibres de pouvoir entre le président de la République, le gouvernement, les députés, pour que tout cela fonctionne mieux, tout en étant euh, profondément démocratique. Ça va être un vrai challenge pour l'équipe qui arrivera en 2027, de retrouver un équilibre institutionnel pour que notre pays retrouve une trajectoire et j'espère un apaisement des tensions politiques qu'on a pu connaître ces dernières années. Ça, c'est vraiment, je pense que ce qui a changé depuis 2024, c'est cette situation de crise politique permanente dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est indiscutable. Merci, merci beaucoup Constance de Pélichy d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end ensoleillé. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur IA1 pour de nouvelles interviews tout aussi cash et sans concession.